François Bon, Lovecraft 1925. On est le 8 janvier, mais ça va être le 7 et le 8 ensemble. Et même si nous, on est en 2025, eh bien, on s'en va le 7 et le 8 janvier 1925. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, Lovecraft, dans son tout petit carnet, là, ce Diary 1925, nous a sauté le 7 janvier? Eh ben, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Il se trouve que ces messieurs ont marché toute la nuit. Alors c'est pas la première fois, parce que si on prend, vous savez, il est arrivé en avril 1924, il s'est marié au mois de mai avec Sonia, il y a eu tous ces ennuis de santé, il y a eu, bon, ils habitaient à Flatbush Avenue, et donc pas très loin, mais c'est là où il a fait venir ses meubles de Providence et ce à quoi il tient, là, ses affaires héritées du grand-père. Et c'est quand Sonia trouve ce travail à Cincinnati que lui déménage dans ce logement beaucoup moins cher, la Clinton Street, Brooklyn, numéro 169. Et donc il déménage au 31 et c'est là qu'il commence, d'où notre chance, ce petit journal. Et là, si on va voir sur l'ordinateur, hop là, vous êtes habitué à la manip. Voilà donc les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, tout ça. C'est ce qu'on vient de suivre et c'était facile. Mais pour le 7 et le 8, je vais le grossir un peu, eh bien, on a une espèce de carré où les mots sont, où les abréviations, les lettres sont dans tous les sens. Et comment pouvez-vous vous y retrouver? On a toujours un trait, là, un trait qui sépare le 6 du 7 et un autre trait qui séparera le 8 du 9, mais le 7 et le 8 sont notés, tout ça, dans une espèce de pavé. Alors, est-ce que c'est facile? Ben non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aide? Moi, ce que j'avais au départ, donc ça s'appelle Collected Essays, c'est chez Hippocampus Press, la maison historique là, gérée par Derek Hussey, où on a toute la correspondance. Et là, dans le volume 5, vous voyez, ça s'appelle Miscellany, c'est-à-dire Yoshi et Schultz ont regroupé en fait les textes qu'on ne sait pas mettre ailleurs. C'est là qu'il y a le Commonplace Book, pareil, toutes ces petites notes là, mais oui, de 1919 à 1934, pendant 15 ans, il accumule plus de 200 idées d'histoire, et ça vous tient là en une dizaine de pages. Et moi, ça, il fallait le rouvrir. Et le journal de 1925, si on le note comme ça, en tout tassé, ça fait 25 pages. Alors nous, on va passer un an sur 25 pages. Pourquoi pas? Merci et gratitude à Yoshi de nous laisser ça. Mais vous voyez, il y a pas de... Il y a quelques notes, mais on nous dit rien. Ce n'est pas déplié. Moi, le premier boulot, c'est de dire, mais il y a quoi sous ces initiales? Il y a quoi sous ces abréviations? Qu'est-ce que ça veut dire littéralement, et comment ça on peut arriver à le confronter avec en particulier les lettres de New York. Mais les lettres de New York, la première qu'on ait pour le début de 1925, elle date du 22 janvier. Alors à partir du 22 janvier, ça va être un régal, parce qu'on aura ces lettres récapitulatives à la vieille tante une fois par semaine, et on pourra reconstituer donc beaucoup mieux, déplier beaucoup mieux. En attendant, il faut bien se débrouiller. Et ça commence tout de suite de façon hyper rude, c'est-à-dire Red, là un petit truc, alors est-ce que c'est DNG, INQ, etc. Alors Yoshi propose INQ, Island, mais Yoshi met une petite note. Il n'a pas réussi à retrouver ce que c'était. Alors des livres avec Island dans le titre, cherche sur Amazon, cherche sur eBooks, précise même 1930. C'est il y en a des brouettes. J'ai hésité, par exemple, vous savez, il y a cette trilogie là des révoltés du Bounty. Ouais, mais ça sera simplement l'année
l'année suivante qu'on aura là ces prisonniers sur cette île. Donc c'est pas ça. Juste après, il va nous lire Lord Jim de Conrad. Alors en 1896, Conrad a sorti en français Le Paria des îles, The Highland Outcasts. Alors est-ce qu'il s'agit là du livre de Conrad? Mais ce serait une hypothèse parmi d'autres. Et ça pourtant, qu'est-ce que ça va être important pour nous de suivre ces lectures? Ben là, on a témoignage d'une journée qui commence en lisant, mais on ne sait pas quoi. Electrite, bah là, c'est pas grave. T'as le gars de l'électricité qui passe. Alors, est-ce que c'est pour un relevé de compteur parce qu'il vient de déménager il y a 8 jours? C'est probable, ou une vérification quelconque, ou un changement. En tout cas, le gars de l'électricité passe. Et puis, à l'étage au-dessus, chez George Kirk, on retrouve les copains. Alors moi, qu'est-ce que je vous ai mis pour aujourd'hui? On va aller voir dans le petit PDF, ce sera plus clair. Je vais même le grossir un peu. Donc j'ai mis le pavé là en fac similé. On va voir d'ailleurs beaucoup mieux comme ça. La transcription, j'ai lu mon livre sur l'île, le gars d'électricité qui est passé, et avec les copains, on se retrouve chez Kirks. Alors il y a George Kirk, il y a Reinhard Kleiner, et Belknap-Long, ceux-là on les connaît, et il y a Leeds. Alors Leeds, c'est pas rien, c'est un Canadien dont l'enfance a été ce dont rêvait Bob Dylan d'ailleurs dans sa fausse autobiographie là, de ce premier disque. De ville en ville, dans un cirque où travaillaient ses parents, c'est comme ça qu'a commencé Leeds. Et lui, maintenant, est dans une phase où il est marié, mais sa femme, elle l'a quitté, est repartie à Chicago. Et lui vit comme un autre qui s'appelle McNeil, qu'on va trouver là, toute la petite bande du Kalem Club. Il vit dans le centre de Manhattan. Vous savez, ce quartier-là, ce quartier de petites rues étroites, là, malfamé, qui s'appelle toujours Hell's Kitchen, la cuisine du diable. Et Leeds, comme il se débrouille, alors il fait des scénarios pour films muets, par exemple. Mais là, c'est un univers, le cinéma, qu'on va venir voir très vite, effleurer sans cesse le monde de Lovecraft. Le parlant, ça va bientôt commencer, en 27-28, mais on n'y est pas encore. Et Leeds, il boucle ses fins de mois en écrivant des articles dans le Reader's Digest. Ça veut dire qu'il a un point d'avance, là, sur les copains, dans la profession d'écrivain. Et on le retrouvera sur la course, si vous avez... j'espère, j'ai hâte là, de tous ces rendez-vous. Par exemple, Leeds aura un moment, une idée fabuleuse, une idée qui pourrait marcher. Par exemple, ça a marché pour Blaise Cendrars, exactement les mêmes années. Rédiger des publicités, mais des publicités qui vraiment du peps littéraire, et aller les vendre aux gens concernés. Simplement, quand Lovecraft se mettra à vous expliquer pourquoi il faut acheter cette montre ou cette argenterie, ils y comprendront tellement rien que ça... Bon, mais il ne faut pas raconter tout d'avance, ça viendra. Mais enfin, voilà qui est Leeds et le rôle qu'il aura. Press Letter to Ethel. Là, probablement, Lovecraft dit, si on envoyait un mot à Samuel Loveman. Vous savez, Loveman, donc, lui aussi, a un grand point d'avance, c'est lui qui vient de publier avec ses poèmes, sa correspondance avec Ambrose Bierce, et Loveman là, est reparti, on a vu ça avant-hier, il fallait récupérer ses vêtements à la laverie, il est reparti à Cleveland. Donc les gars dans le réunion, si on expédiait un petit mot, si on envoyait un petit mot à Loveman, et c'est Lovecraft qui en prend l'initiative. Et puis, à 2h du matin, c'est fini la réunion. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leeds, qui habite dans le centre de New York, on va descendre et on va l'accompagner, tout simplement. On descend centre-ville en prenant le Brooklyn Bridge. Alors là, j'ai un petit peu de mal, mais à 4h du matin, on aura raccompagné Leeds chez lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, il reste qui? Belknap-Long habite aussi dans Manhattan Centre. C'est Kirk et Lovecraft. Ils reprennent le pont de Brooklyn à pied et remontent vers Clinton Street
Alors là, il y a des indications que moi j'ai du mal à déchiffrer, mais apparemment j'ai pas été le seul. On a simplement que il passe là dans un- un endroit qui s'appelle Fort Green Park, qui existe toujours. C'est le matin. Qu'est-ce que c'est que ce truc de 10 centimes de livre? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir? Ben non, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on n'a pas le petit journal. Il faut qu'il s'habille, parce qu'à midi, il doit retrouver la tante Liliane à Grand Central. Vous savez, Grand Central, c'est un des monuments pour moi les plus merveilleux. Là, cet énorme hall, bon, on le voit dans plein de films de Hitchcock et bien d'autres. Et Grand Central, c'est évidemment ce trafic de milliers de personnes tous les jours, sur ces magnifiques lumières. Alors dans mon petit PDF, c'est ce que j'ai choisi de vous mettre. Quelques photos, c'est facile d'en trouver, mais des photos de Grand Central, ce grand hall grouillant en 1925. Et là aussi des photographes d'art là, qui s'amusent avec ces jeux de lumière, et puis il y a ces dessins d'architecture qui rehaussent là. Qu'est-ce que c'est Grand Central? Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est tout encaissé maintenant là dans ce Manhattan, quasiment le plus haut et le plus étroit. Non, à l'époque, c'est quelque chose là on dirait le château de Versailles. Alors, sa tante Liliane, Clinton Street, dans cet immeuble, apparemment, on peut louer des chambres à la journée, des chambres meublées. Lovecraft a réservé une chambre pour une nuit pour sa tante, parce qu'il est hors de question. Lui, vous savez, c'est une espèce de studio avec deux alcôves séparées par des paravents. Il n'y a aucune commodité, ni de toilette, ni d'eau courante. Et lui, il y a juste un espèce de canapé. Et Lovecraft n'aura jamais de lit, en fait. C'est ce canapé qu'on peut déplier pour faire un lit, mais si on le déplie, ça prend toute la place. Donc, tout simplement, on le laisse dans son coin et puis on dort là sur le canapé. Mais on dirait qu'il est tout heureux d'accueillir sa tante à New York. Ben oui, parce que c'est un petit peu une revanche. C'est lui dire, tu vois ce que c'est, la ville. Tu vois pourquoi il fallait que je quitte Providence. Et ils vont remonter, donc ils passent là dans Manhattan Sud où il y a la bourse. Ils lui montrent au passage des galeries d'art, des églises, et puis revenir à la maison. Alors là, j'ai pas c'est la cafétéria, ça s'appelle Tiffany, la cafétéria qu'on voit qui repasse tout le temps, celle où ils vont le plus fréquemment. Là, c'est le nom d'un restaurant, mais j'ai pas réussi à reconstituer. Et puis toujours ces histoires de vêtements récupérés. Et puis le soir, enfin, lecture. Voilà, ces 2 jours. On peut aller faire un petit tour dans le New York Times. New York Times du 7 janvier 1925. Toujours les mêmes gros titres. Et une pleine page qui arrive tout de suite. J'en ai fait mention avant-hier parce que c'était déjà la première grosse discussion. Est-ce que la ville de New York est assez riche pour se lancer dans le projet géant d'un métro vers Staten Island? Et alors vous voyez donc Manhattan, vous voyez les 2 branches là qui l'isolent, et Staten Island, là on va du Manhattan Sud et qu'on prend le ferry pour aller à Staten, comme des milliers de New-Yorkais le matin et le soir, même si les autoroutes maintenant par Brooklyn ou par le New Jersey arrivent à faire le tour quand on rejoint Elizabethville. Mais pour Staten Island, ça reste évidemment le ferry, le moyen. Et vous savez que pour nous tous, touristes français à New York, qu'est-ce que c'est bien d'emprunter au crépuscule ce ferry gratuit. On longe la statue de la Liberté et Ellis Island et on arrive à Staten. Et à Staten, il n'y a rien à faire. Vous pouvez bien prendre un bus, il y a la prison, ça cahote, mais il n'y a rien à voir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez pris le ferry, vous débarquez dans ce hall de gare et puis vous prenez celui qui revient. Mais la vue sur New York, évidemment, on la porte ensuite toujours. Mais à l'époque, en 1925, on rêve de faire un métro pour rejoindre Staten. Quelle chance qu'il ne l'ait pas fait. Et dans la une, j'ai pris cet article qui est ici. Je vais le grossir.
Alors, on est dans du fait divers, mais un fait divers, pour moi, qui est lié justement à cette remontée-là, ce qui est pour moi est totalement illisible là, dans ce truc-là. Neil Warrow, ouais, on reconnaît là, le Fort Green Park, mais en fait, c'est un itinéraire. C'est-à-dire, il passe le bridge, BR, et ça, le bridge, ils n'ont pas besoin de préciser, c'est le Brooklyn Bridge qu'on prend à pied, et c'est les rues par lesquelles ils remontent, donc pour rejoindre le Fort Swin Park. Et puis, bon, voilà, il y a ce truc de 10 centimes de livres qu'ils achètent où et comment, on ne sait pas. Et puis, revenir à Clinton Street, home. Là, pour s'y retrouver, pour prendre un petit peu des repères dans Brooklyn, ben là, il y a le mot Brooklyn qui est ici. Alors, de quoi il s'agit? Une jeune fille, 17 ans. Alors, je voulais évidemment raconter New York, 7 janvier 1925, coincé sous un trolley de Brooklyn. Je vous ai montré l'autre jour les rails des trolley sur Flatbush. Pendant 25 minutes, Miss Mildred Dight, sténographe de 17 ans, c'est-à-dire qu'elle a 17 ans, mais tu gagnes ta vie, a calmement dirigé les secours la nuit dernière pendant que 1000 personnes, à chaque fois qu'à New York il y a quelque chose là qui perce, et ce truc qui perce là c'est dans les rues là que carpentent en permanence Lovecraft et Kirk, 1000 personnes, wow, qu'est-ce qui se passe? Le tramway est arrêté? Ouais, et il y a quelqu'un dessous. On ne sait pas qu'elle a 17 ans. Pendant que 1000 personnes observaient les efforts, ça fait penser à Manhattan Transfer de Dos Passos aussi, dans la même ambiance. Miss Dight, domiciliée Smith Street à Brooklyn, elle travaille dans un bureau de Manhattan. Voilà, elle fait partie de tous ceux qui, tous les jours, se rendent dans l'île principale pour aller faire sa sténo-dactylo. Elle venait d'arriver au coin de Atlantic Avenue, ça existe toujours évidemment, Smith Street, à 6h30 ce soir-là. Vous pensez l'heure là de fin du bureau quand survint le trolley, et c'est ça évidemment le plaisir, c'est que c'est les noms. Peter Nastrian, domicilié 19e rue, c'est lui qui pilote le tramway. Il a dit à la police qu'il roulait à vitesse modérée, mais n'a pas vu la jeune fille quand elle a traversé sur Atlantic Avenue. Le trolley la heurta d'une façon qui la fit glisser sous son pare-choc. Elle se retrouve entre la barre protectrice et le moteur. Nastrian bloque immédiatement les freins, provoquant une énorme secousse pour les passagers, et c'est les passagers qui crient. Ça, c'est ce genre de notation aussi, qui sont... T'as vraiment du journalisme de terrain. Le cri des passagers, et non ceux de Miss Dight, alertèrent les 2 policiers qui sont là, un qui s'appelle Bauman et un qui s'appelle Edgeman. Et quand ils approchent du trolley, la jeune fille de 17 ans soulevez la voiture, tout va bien. Tout va bien, ouais. Alors Bowman et Hedgeman, ils découvrent la situation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les pompiers. Et c'est la compagnie 110, celle qui est au coin de State Street. Les pompiers commencent leur travail avec des crics et des treuils. Il faut le lever, le tram. La police a aussi appelé un docteur, le docteur Annunziato de l'hôpital Sainte-Famille. Et là, vous voyez ce détail, l'ambulance arrive, les pompiers essayent de lever le tramway pour la dégager, et pour que ça aille au plus vite, eh bien, l'ambulance reste moteur allumé. Imaginez ces camions ambulances là de 1925. Et le cric est trop près, crie Miss Dight. C'est-à-dire que les pompiers, ils essayent de se mettre plus près du corps pour arriver à soulever le tramway et le dégager. Et elle, non, ça la coince encore plus. C'est trop près de mon pied, elle dit. Voilà, c'est mieux. Il me coinçait le pied. Du sang ruisselait sur son visage, des entailles au cuir chevelu. Les pompiers eurent beau travailler avec frénésie. La jeune fille ne fut pas délivrée avant 25 minutes. Aussitôt qu'elle fut libérée, le docteur Annunziato l'emmena en ambulance à l'hôpital où l'examen préliminaire révéla qu'outre plusieurs fractures, Miss Dight souffrait d'une fracture du crâne et de l'épaule. Ça a duré 25 minutes, mais c'est elle qui donnait là
indications aux pompiers. J'ai pris une publicité là dans le New York Times du lendemain, le 8, puisque là aujourd'hui on est le 7 et le 8. Elle est un petit peu spéciale parce que, vous savez, l'importance là de ces drugstores aujourd'hui aussi quand on se balade aux US. Et là, c'est le Lickett's Drugstore qui fête ses 100 ans, 1825-1925. Alors, pour fêter leurs 100 ans, eh bien, les Rexall Stores, ils s'offrent une pleine page de pub, là, dans le New York Times, au milieu des fourrures, des voitures. Et qu'est-ce qu'il y a dans les illustrations? Eh bien, des bouillottes. Eh bien, entre le fer à friser Marcel, le fer à repasser à 2,98 $ électrique, attendez, regardez, il y a une résistance chauffante et un fil, c'est incroyable comme nouveauté. Et puis, quelque part, ouais, à quoi ça ressemble une brosse à dents pour Howard Phillips Lovecraft? Eh bien, voilà à quoi elles ressemblent les brosses à dents de l'époque. C'est des toutes petites choses, oui, mais quand on voit qu'est-ce qui marche bien dans les médicaments, bien, comment on prend de l'aspirine en petits comprimés là, dans le flacon et quel emballage, ou bien le shampoing, ou bien le hair tonic. Bon, on va pas s'apesantir sur tout ça, mais vous croyez pas que là, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on va tout régler là, de ce qui s'est passé dans ce carré avec ces notations sibyllines à la limite de la compréhension. Est-ce que c'est le mot, par exemple, Taylor? Mais Taylor, c'est avec un Y. Et ici, là, c'est laundry. Puis, évidemment, le mot lire, là, c'est... Lui, il n'y a pas d'ambiguïté, mais est-ce que le D, là, quand il va sur le L de Taylor, alors peut-être que là, ce sera bien que justement, on s'y mette tous ensemble. Parce que nos copains US, vous croyez qu'ils l'ont fait, le boulot? Ben non, c'est nous les premiers. Voilà, à demain.